Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. C'est le premier épisode que je fais seule en cette nouvelle saison du podcast que j'ai ouvert au début du mois de septembre avec l'interview d'Alexandre Dana sur le sujet de la sédentarité. J'espère que vous l'avez écouté et qu'il vous a beaucoup parlé. Moi, en tout cas, c'est un épisode qui m'a fait pas mal bouger. Et comme c'est la première fois que je prends la parole seule, c'est aussi l'occasion pour moi de redéfinir un petit peu la ligne éditoriale de ce podcast qui a un peu évolué au fil du temps. Là, donc, c'est ma 3e saison. Ça fait donc deux ans déjà que le podcast existe. Et c'est vrai que quand je l'ai lancé, j'avais vraiment envie de partager autour de l'entrepreneuriat dans le bien-être et de montrer des exemples inspirants de personnes qui avaient construit une activité pérenne dans ce domaine-là. Et l'idée, c'était aussi de partager mon propre parcours avec mes difficultés, les choses aussi que j'apprenais, que j'avais envie de partager, pour avoir un discours aussi assez loin des paillettes qu'on peut voir dans les réseaux sociaux et quelque chose d'assez authentique. Et c'est vrai que sur cette année 2025, j'ai eu une forme d'évidence sur le sujet qui m'anime vraiment, qui est celui de questionner en fait nos normes sociétales. Donc évidemment, c'est quelque chose qui m'a amenée à changer de métier, à explorer la naturopathie et le coaching, puisque justement, c'est quand même des pratiques qui questionnent ce qui se fait de manière, habituelle, que ce soit en termes d'alimentation, de rythme de vie, mais aussi pour la partie coaching en matière d'état d'esprit, donc qui apprennent à regarder les choses sous un autre angle. Et c'est vraiment le cœur de ce qui me porte et les messages que j'ai envie de partager. Et c'est pour ça que, de plus en plus, au long de l'année 2025, mes invités sont des personnes qui, justement, viennent montrer qu'un autre chemin est possible, quel que soit leur domaine. Que ce soit, justement, comme Alexandre qui parlait de la sédentarité, que ce soit autour de l'alimentation, que ce soit autour de l'environnement. Enfin, plein d'autres façons, des façons alternatives d'envisager le monde, puisque j'ai intimement cette conviction qu'aujourd'hui, nos normes de société sont pas des normes de santé ou d'épanouissement, ou même, de viabilité écologique. Et j'ai également envie de prendre la parole sur ces sujets. Alors, je veux pas du tout me positionner en tant qu'experte, et d'ailleurs, c'est souvent ça qui me bloque parce que des fois, j'ai plein d'idées d'épisodes et puis à chaque fois que je me dis « Oh là là, faudrait que je creuse le sujet à fond pour pouvoir parler de ça. » Et du coup, ça demande beaucoup de travail et il y a vraiment une réalité, c'est que aujourd'hui, j'essaye de tenir un rythme de 2 épisodes par mois, une interview et un épisode solo, et que ça reste assez lourd quand même si j'avais ralenti depuis l'année dernière par rapport à ce à quoi je m'étais engagée quand j'ai lancé le podcast. Ça reste quand même assez lourd pour un podcast qui est indépendant, qui n'est pas monétisé aujourd'hui et pour lequel je fais tout moi-même. Et du coup, j'ai vraiment envie que ces prises de parole personnelles soient des choses assez spontanées, un peu comme des réflexions du moment. Et même si, il y a peut-être pas une expertise aboutie, j'ai pas fait une thèse de recherche, ça n'empêche pas de partager des réflexions, des questionnements et vous inviter également à le partager aussi. Moi, c'est quand même un des retours que j'ai le plus
au travers de mon podcast, c'est que les partages que je peux faire vous aident souvent à cheminer dans vos propres réflexions. Donc voilà, j'ai pas d'autre prétention que peut-être ouvrir simplement des espaces de réflexion sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et je pense que plus on est à remettre en question ce qu'on peut voir aujourd'hui, plus on peut aussi se mettre dans une dynamique de mouvement. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai envie de vous parler d'un sujet d'actualité pour moi qui est en lien avec une expérience vécue la semaine dernière autour de ma potentielle hypersensibilité, ou j'ai plus envie de dire hyperlucidité. Et de cette question que j'ai eue aussi suite à une expérience qui vient de se passer, que je vais vous raconter, de me questionner vraiment sur une forme d'anesthésie un peu collective dans laquelle on vit, et de qu'est-ce que ça fait aussi d'en être sorti de cette anesthésie. Alors, pour vous raconter un petit peu le contexte autour de mon hypersensibilité, j'ai une de mes amies proches qui s'appelle Julie Vuaniux, que j'ai déjà invitée dans le podcast. Je vous remettrai les liens dans les notes de l'épisode. Elle est prof de yoga et naturopathe, et elle s'était spécialisée sur l'hypersensibilité. Je l'avais même invitée à l'époque où je faisais des lives sur Instagram pour parler vraiment du sujet de l'hypersensibilité. Et plein de gens m'avaient dit « mais je me reconnais trop en tant qu'hypersensible ». Et moi, c'est vrai que c'était une étiquette qui me parlait pas du tout. J'étais même assez réfractaire avec un peu cette mouvance que je voyais de personnes qui prenaient un peu ça comme une excuse, du genre « oui, mais moi, je suis hypersensible, alors je peux pas faire ci ou ça ». Ça me parlait pas vraiment, mais le fait est qu'en échangeant avec Julie, et quand elle m'expliquait tout ce qu'elle avait compris sur l'hypersensibilité, un jour j'ai fini par lui dire je crois que je suis hypersensible moi aussi. Et elle avait rigolé, elle m'avait dit mais évidemment Marion, et c'est depuis que je te connais, mais bien sûr que t'es hypersensible. Donc bon, voilà que je découvrais que j'avais peut-être cette spécificité comme un certain nombre de personnes. Mais voilà, pour autant, j'y ai pas accordé beaucoup plus d'attention que ça. Et puis donc la semaine dernière, depuis la rentrée, depuis ce début d'année, j'ai inscrit mon fils, mon petit garçon qui a 5 ans, je l'ai inscrit au foot. Parce que voilà, ça faisait un moment qu'on avait envie de... L'année dernière, on l'avait pas inscrit à des activités. Je trouvais que c'était un peu jeune, même s'il y avait plein de copains qui commençaient à en faire. Puis on s'est dit, allez, pourquoi pas cette année ? Je le voyais passionné par le fait de taper dans un ballon, parce que je pourrais même pas dire, c'est même pas le foot avec tout ce qu'il y a autour, c'est juste la joie de jouer avec un ballon, ça, il adore ça. Et du coup, de moi-même, je l'ai inscrit dans un club de foot qu'une maman de l'école m'avait conseillé. Et puis, je suis allée à une première séance, j'ai pas été très très convaincue, et je retourne à la deuxième séance mardi dernier, et ça a été vraiment l'épreuve pour moi. Parce que, en fait, alors j'avais eu énormément d'échos négatifs. Quand j'ai dit que j'allais inscrire mon petit garçon au foot, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Non, mais le foot, c'est horrible, la mentalité, les parents, la compétition, tout ça. » J'avais eu extrêmement d'échos négatifs. Mais bon, j'ai un côté un peu utopiste, sinon je ferais pas un podcast qui s'appelle « Un autre chemin est possible ». Et je me suis dit « Bon, ok, on me raconte tout ça, mais je vais me faire ma propre opinion. » Et je suis pas à l'abri d'une bonne surprise après tout. Et le fait est que je me retrouve effectivement face à une situation où il y a beaucoup d'enfants, peu d'encadrants, et peut-être pas assez qualifiés, et en tout cas qui laissent beaucoup les enfants livrés à eux-mêmes. Et un double niveau, donc il y a 2 années, les enfants de 2019 et 2020, donc mon fils est de 2020, et du coup les enfants de 2019 qui sont là depuis 1 an, qui se connaissent, qui sont plus grands, qui prennent l'ascendant sur les plus petits, et du coup une espèce d'esprit de compétition, de loi du plus fort, des plus grands qui dominent les petits. Et puis même, alors le truc qui avait été le pire pour moi, c'est qu'il y avait une petite fille dans le groupe, et d'ailleurs ça avait été même valorisé, « Oh trop bien, cette année on a une fille qui s'inscrit au foot, donc super », et aucune place, et des attitudes de garçons qui étaient « Oh non, j'ai pas envie de jouer avec la fille ». Enfin voilà, des tas de trucs que je trouvais pas du tout bienveillants, pas du tout un espace sécurisant pour que des petits puissent apprendre le sport dans de bonnes conditions.
de manière, ouais, comme je disais, bienveillante, rassurante et pour leur permettre de prendre confiance petit à petit et de s'amuser. Parce que en fait, quand on inscrit un gamin au foot à 5 ans, c'est en tout cas pour moi, pas pour qu'il soit un champion, mais pour qu'il s'amuse, pour qu'il se défoule et qu'il prenne du plaisir et là, je voyais vraiment pas ça et ça m'a un peu submergée, en termes, enfin, ouais, d'émotions et je me suis retrouvée, à un moment, en train d'observer à la fois mon fils, à la fois cette petite fille et ces dynamiques de domination que je voyais en fait, quelque part, déjà naissantes et que je sais ce que ça fait dans notre société du coup, chez des adultes ensuite, quoi et j'étais submergée par l'émotion et je commençais à avoir les larmes aux yeux et de me dire: «Oh là là, mais je me jugeais en même temps en me disant: «Mais regarde-toi la mère hypersensible là en train de pleurer, en regardant un match de foot, d'enfants de 5 ans, quoi». J'étais bouleversée et en même temps, il y a une part de moi, à un moment justement qui rigolait de mon côté: «Allez ça y est, c'est ton hypersensibilité qui refait surface» et à un moment je me suis dit: «Mais en fait non, je pense pas que ce soit de l'hypersensibilité. Je pense que je suis juste lucide de la situation que je suis en train de voir et que, bah, c'est vrai que le travail que j'ai fait en tant qu'accompagnante, le fait d'accompagner des personnes, d'être, du coup sensibilisée au fait de poser un cadre qui soit bienveillant, qui permette aux personnes de se sentir, bien, sécurisées, mais aussi à tout ce que j'ai appris ces dernières années, en fait, en sortant un peu de ma cage, dorée de cadre en grande entreprise et en devenant indépendante, en travaillant dans les métiers, du care qui sont pas valorisés et donc en découvrant en fait, aussi d'autant plus toutes les systèmes de domination en fait, de notre société, que ce soit le patriarcat aussi, en devenant maman, enfin tous ces sujets-là duquel je me suis énormément, ouverte et sensibilisée ces dernières années, font que je pense que j'ai une grille de lecture que, bah, déjà moi-même avant je n'avais pas et qu'encore beaucoup de gens n'ont peut-être pas spécialement. Puisque quand j'ai échangé avec d'autres parents, ils m'ont tous dit: «Ouais, ça va, c'est bonne franquette, c'est bon enfant», ils avaient pas du tout l'air, de se formaliser, donc encore une fois, j'ai peut-être mes projections personnelles, mais je pense qu'il y avait quand même du vrai et une attention que je porte à des choses que, pour beaucoup de personnes, sont pas forcément visibles. Et ça m'a pas mal fait réfléchir sur cette histoire de lucidité et aussi sur le fait d'être en capacité de ressentir les choses. Parce que j'ai un sentiment d'une forme d'anesthésie collective qui fait il y a tellement de choses qui sont quelque part inacceptables dans ce monde que, en fait, c'est plus facile de s'anesthésier et de plus les ressentir parce que sinon c'est trop dur. Et je vais faire un parallèle avec une autre chose que j'ai vécue, que je vais vous raconter. C'est que il y a quelques années, j'avais entendu, dire notamment que fallait faire attention aux films qu'on regardait, aux séries, notamment toutes celles qui sont violentes, difficiles, parce que, les émotions qu'on voit, à l'écran, on les ressent aussi et du coup ça génère du stress dans notre corps et aujourd'hui, i enfin je vous apprends rien si je vous dis que la majorité de la population est déjà trop stressée, qu'on a tous un certain nombre de stress qui est assez important et que, bah, c'est pas forcément utile d'aller s'en rajouter. Enfin et d'ailleurs ça paraît assez logique parce que c'est vrai que c'est la force du cinéma notamment de faire vivre des émotions alors que c'est pas la réalité, quoi. On les vit au travers de ce qu'on voit à l'écran et pourtant on les ressent et quand j'étais enceinte, de Gaspard donc il y a un peu plus de 5 ans, je regardais la série Tchernobyl à ce moment-là. Donc c'est, voilà une série qui raconte, la catastrophe nucléaire donc c'est pas tout rose, hein. C'est pas ce que j'appellerais violent en termes de, je sais pas comment dire, il y a pas d'image forcément choc ou de violence physique, mais c'est quelque chose de dur en fait, qui s'est passé et en fait, en regardant la série, j'avais des contractions et c'est la première fois que j'ai vraiment compris cette phrase que j'avais entendu dire: «Attention à ce que vous regardez, parce que vous ressentez vous-même les émotions»
Parce que là, mon corps me le montrait, en fait, par ces contractions. Et alors que quand j'étais, je pouvais regarder autre chose ou être dans une situation tout autre, j'étais détendue, j'avais pas de contractions. Et là, le stress engendré par la série m'apportait des contractions pour mon bébé. Et donc, c'était pas du tout positif. Même si la série est très bien, hein, c'est pas le sujet. C'est vraiment que ça, quelque part, ça faisait du mal à mon corps. Et ça s'est renouvelé plusieurs fois avec d'autres films. Et à un moment, j'ai fait, mais j'arrête, en fait. Je peux pas continuer à regarder ça dans mon état de grossesse parce que je m'inflige quelque chose qui est pas bon. Et du coup, j'ai arrêté de regarder des films ou des séries qui sont durs à ce moment. Après, pendant quelques années, le fait d'avoir un bébé, du coup, d'être fatiguée, de pas forcément avoir envie de passer mes soirées devant un écran et puis après d'entreprendre une reconversion, donc d'avoir aussi d'autres choses à gérer. Donc pendant pas mal de temps, j'ai plus regardé de films. En tout cas, ça a plus du tout été une priorité pour moi. Et je me suis remise depuis pas si longtemps à nouveau regarder des films ou des séries. Notamment, voilà, dans des moments en famille. Il y a eu des occasions comme ça qui se sont présentées. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne supportais plus la moindre scène stressante, tous les films avec du suspense. Alors je sais qu'il y a des tas de gens qui adorent, mais là, je ne supporte plus tout ça. Ça me met dans un état... en fait, le mot en fait, que j'ai envie de mettre, c'est comme si je me suis vraiment déshabituée de toute cette violence qui est quand même très présente au cinéma, cette violence ou dureté. J'ai envie de dire, c'est un peu les deux termes, parce que c'est pas toujours de la violence, comme je vous dis, avec du sang, en fait. C'est juste qu'il y a beaucoup de scènes qui sont assez dures. Et notamment, alors pour moi, le truc qui est même plus possible, c'est tous les films un peu apocalyptiques sur des situations de catastrophes. Enfin, je pense qu'il y a déjà assez de catastrophes comme ça, je trouve, dans la vraie vie. Voilà, je me suis tellement déshabituée de ça que quand je me reconnecte, enfin quand je me remets dans ce que je voyais avant, qui me faisait pas tant que ça d'effet, parce que j'étais habituée, maintenant je le ressens de manière hyper forte. Et ouais, que je pourrais prendre vraiment un parallèle comme avec l'alcool, par exemple, quand vous arrêtez de boire, le jour où vous buvez même une petite quantité d'alcool, vous ressentez les effets hyper forts, alors que quand on est habitué, au bout d'un moment, peut-être que effectivement on peut boire un verre sans que ça nous fasse grand-chose, en fait. Et voilà, je fais vraiment le parallèle avec cette déshabituation à la violence, en fait, que j'ai vécue ces dernières années, et en parallèle d'une période de vie où je suis aussi devenue de plus en plus lucide sur, justement, comme je vous disais, via la maternité, sur beaucoup de situations d'injustice sociale, mais aussi tout le côté environnemental. Notamment, moi, un sujet qui me touche beaucoup, alors pour autant j'ai été insensible à ça pendant des années, c'est la cause animale. Par exemple, de voir ce qu'on inflige aux animaux d'élevage, enfin notamment sur tout ce qui s'appelle l'élevage intensif, l'élevage industriel, où en fait on entasse des animaux dans des conditions irrespectueuses et qu'on leur fait vivre un enfer pour nous nourrir. Donc c'est vraiment comme si je m'étais reconnectée à la dureté de ce monde, mais duquel en fait on peut très facilement s'anesthésier, comme j'utilisais ce terme-là, ou se dissocier. J'ai lu d'ailleurs au sujet de la dissociation un post de Camille Thomas. Je vous remettrai les liens. Donc c'est une personne qui travaille autour, je crois que son titre c'est coach système nerveux, mais qui travaille beaucoup autour justement de la réaction de notre système nerveux. Elle parlait en fait de cette phrase de « il faut partir », de quand on laisse son enfant en crèche quand il est tout petit. Et que aujourd'hui, en fait, en tout cas en France, notre société prévoit que pour des raisons économiques, en fait, on doit laisser un bébé à 2 mois et demi. Parce que voilà, enfin, on peut faire évidemment différemment, mais en tout cas, le congé maternité le plus strict tel qu'il est prévu,
c'est 2 mois et demi, en fait, une femme doit retourner travailler et son père, évidemment, bien avant. Je pense que pour les personnes qui ont des enfants et qui écoutent, je pense qu'on l'a tous vécu, ce moment où on laisse notre enfant, pour la première fois, quel que soit son âge, à la crèche ou à la nounou et qu'on sent à quel point c'est un déchirement pour nous et pour l'enfant qui au fond, nous, on sait qu'il est trop petit. Et quand bien même, peut-être qu'on a aussi envie de reprendre sa vie professionnelle, tout ça, c'est même pas le débat, mais c'est qu'au fond, nous, on sent qu'il y a un truc qui est pas juste dans notre lien d'attachement avec notre enfant, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment ce souvenir-là très fort et pourtant, ouais, Gaspard avait quasiment 6 mois quand je l'ai mis en crèche, mais je sentais que c'était hyper dur et Camille, Thomas dans son post, elle dit ça, elle dit cette phrase de « il faut partir » et comment nous, en tant qu'adultes, on se dissocie, parler de ce phénomène de dissociation pour accepter quelque part l'inacceptable. Et encore une fois, la société aujourd'hui, elle est telle qu'elle est. Enfin, il y a des raisons aussi pour lesquelles elle est comme ça, comme je disais, des raisons économiques, mais qui nous poussent à faire des choix qui, au fond de nous, on sent qu'ils sont pas les bons. Mais comme ça nous fait souffrir et que c'est trop dur, on se dissocie de notre ressenti, on met du rationnel là-dedans. Et le personnel de crèche, notamment, va aussi dans ce sens-là. Et on finit par intégrer que c'est normal en se coupant de notre ressenti, en fait. Et donc, en même temps que je vous parle de tout ça, je veux quand même pas omettre un sujet, c'est que je crois aussi que, évidemment, l'anesthésie ou la dissociation, c'est des phénomènes de survie qui sont nécessaires, en fait. Oui, on peut pas vivre en permanence en ressentant toute la misère du monde, parce que ce serait trop dur. On peut pas être connecté avec forcément tous ces ressentis et on a besoin d'une forme de... Et puis, je pense aussi à des gens qui ont vécu des traumas, en fait. Encore une fois, je suis pas experte du sujet, mais je pense qu'aussi les processus d'anesthésie, c'est fait pour continuer de vivre avec. Néanmoins, pour aller vers quelque chose justement qui est plus collectif, c'est cette espèce d'anesthésie générale dont je parle, qui fait que malgré les alertes, par exemple, écologiques, on est beaucoup à continuer de vivre de la même manière parce que, quelque part, on est coupé, en fait, de ce ressenti. Peut-être aussi le fait que... Moi, j'habite quand même dans une ville, à Paris, où, en fait, il y a des tas de gens qui dorment littéralement par terre et devant qui on passe sans quelque part presque prêter attention, en fait. C'est encore une fois une forme d'anesthésie, en fait, de voir de l'extrême misère, pauvreté et de la dissocier de nous, de ne pas la ressentir parce que aussi il y a notre impuissance. Et encore une fois, le fait qu'on vive dans une société peut-être très violente, ne serait-ce que par les images, notamment qu'on a sur nos écrans, et encore une fois, je parlais des films et des séries tout à l'heure, qui fait que il y a toute cette violence et qui, à force de la recevoir, nous insensibilise. Et en fait, au travers de ce partage, moi, ce à quoi j'ai envie d'inviter, j'ai envie d'inviter à, en fait, à nouveau ressentir les choses. Et peut-être qu'un jour, vous ressentirez la maman hypersensible comme moi en train de pleurer devant un match de foot, peut-être se sentir un peu ridicule. Mais en fait, je pense que à partir du moment où on ressent les choses, on peut mettre des mots sur ce qui est pas OK pour nous, que le fait d'être coupé de ses ressentis et de voir un certain nombre de situations comme normales, je pense que ça nous empêche d'agir. Et finalement, cette hypersensibilité couplée à de la lucidité, en fait, parce que, pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a à la fois ressentir les émotions de manière effectivement plus ou moins forte, mais surtout être capable d'ouvrir les yeux pour voir ce qui n'est pas OK et pour le ressentir à l'intérieur de soi. Et c'est cette émotion, en fait, qui nous met en mouvement, que ce soit de la tristesse, de la colère. Moi, je le partageais justement dans un post il y a un petit moment déjà, mais je n'ai jamais été autant en colère depuis que je suis devenue maman et que justement j'ai fait un peu tout ce chemin de prise de conscience, alors qu'avant, pendant des années dans ma vie, je n'ai jamais ressenti la colère.
j'étais totalement anesthésiée. Et en fait, maintenant, c'est tout le temps une énergie qui est motrice. Alors certes, la colère, elle peut donner envie de tout cramer, elle peut nous enflammer et elle peut être trop. Donc effectivement, c'est là où comment on peut apprendre à réguler nos émotions, pour pas qu'elles nous rongent. Mais en tout cas, cette énergie motrice de la colère, de la révolte, de ce qui est pas normal, en tout cas, c'est vraiment un espèce de feu que je cultive et qui permet de me sentir vivante et de réagir à des situations que je trouve pas normales. Et même si c'est compliqué, hein, on peut se sentir impuissant dans plein de situations, mais en tout cas de faire des choix, de dire par exemple, si je vous reprends, je vous parlais de la situation pour les animaux, de me dire mais en fait je veux plus participer, en fait je ne veux plus consommer de viande qui provient de ces élevages parce que ça me touche, mais sans cette émotion je n'aurais pas pris cette décision. Donc voilà, ça peut se rattacher à des choix de consommation, ça peut se rattacher à se dire, du coup, est-ce que j'enlève mon enfant de cet environnement que je trouve pas bon, ou comment je peux aller en parler avec les animateurs pour essayer de régler une situation que je trouve pas ok. Il y a sûrement plein de petites pistes à notre échelle qu'on peut faire, même si, oui, on peut pas changer la société, mais quand même individuellement, il y a des petites actions qu'on peut choisir de faire et qui ont comme point de départ nos ressentis. Donc voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode partage de réflexion autour de l'hypersensibilité, de la lucidité et de comment sortir de cette anesthésie collective qui nous englue. Et avec la proposition de cet autre chemin possible qui est celui du ressentir pour rester vivant, aligné et dans l'action. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle, si ça fera écho pour vous, et si vous avez envie de réagir à ce partage, peut-être aussi me partager vos propres situations d'hypersensibilité face à ce monde, et que, ouais, je crois que finalement, j'en reviens toujours à cette phrase, être normal dans un monde de fous, c'est être fou, en fait, finalement, être hypersensible dans ce monde aujourd'hui, c'est le signe qu'on est encore sensé et que tout n'est pas perdu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, en me taguant. À venir échanger avec moi sur Instagram @marion.alvesdeoliveira. Vous pouvez également consulter mon site internet pour voir mes accompagnements. Je vous invite comme toujours à poursuivre la réflexion, à vous questionner, à faire chaque jour des petits choix qui ont un impact sur le monde, et justement, cet épisode c'était aussi pour vous encourager dans vos ressentis et dans tout ce que vous sentez qui n'est pas juste pour vous, et à vous désanesthésier. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.